adopté. Article additionnel après l'article 4 nonies. Alors, amendement 1250, Madame Ract-Madoux. Merci madame la présidente. Amendement de monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe. Les situations exceptionnelles nées notamment de la pandémie du Covid-19 à partir du printemps 2020 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socio-économiques qui marquent aujourd'hui durablement le quotidien des Français et des Françaises. Ce contexte de crise a généré des déséquilibres sur les marchés économiques en forte hausse des prix de matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leurs résultats historiques avant la crise du Covid-19. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour taxer ces super-profits. En septembre 2022, lors du discours de l'État de l'Union, la présidente de la Commission européenne a proposé d'instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d'électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesures a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l'énergie des États membres. Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d'encourager ces entreprises, notamment celles du secteur énergétique, mais aussi les transporteurs, les banques et les assurances, à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie, mais aussi de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d'affaires. Pour désinciter la distribution de ces résultats exceptionnels par des super dividendes et des super rachats d'actions, cet amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard, supérieur de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021. Merci. Je vous signale qu'il y aura des scrutins publics sur le 1257 et sur les 3 amendements identiques qui suivent. Le 614, Monsieur Breuiller. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Notre amendement, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est l'amendement déposé par Jean-Paul Mattei qui vient d'être défendu par notre collègue et qui a été adopté le 12 octobre à l'Assemblée nationale. Ça n'était pas la nuit du 4 août, mais bien une volonté de justice sociale dans une période de crise, de chercher des réponses les plus adaptées. Nous voulons évidemment reprendre cet amendement qui a fini dans les poubelles ministérielles à l'occasion du 49.3. Et je voudrais juste souligner que rendre à César ce qui est à César, c'est une expression tirée des évangiles synoptiques. Elle est une réponse positive à la question posée par des pharisiens. Faut-il payer l'impôt? Nous répondons oui. Merci. Le 682, monsieur Cozic. Merci madame la présidente. C'est le même amendement que mon collègue Breuiller. Donc la proposition est de reprendre l'amendement voté à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe MoDem avant d'être passé sous les fourches codines de l'article 49.3 par le gouvernement. Par contre, le groupe socialiste souhaite que le Sénat se prononce sur ce dispositif. C'est une mesure de justice sociale et je crois qu'il est important aussi que chacun participe à l'effort national. Merci. Le 817, monsieur Bocquet. Oui, merci madame la présidente. Cet amendement qui constitue pour nous un repli total, un infime geste, mais constituerait en revanche pour le Sénat et le gouvernement à dire « je vous ai compris ». Le dispositif un peu alambiqué est finalement simple. L'imposition des bénéficiaires de dividendes est majorée de 5 points au titre du prélèvement forfaitaire unique. Voyez un peu l'effort que nous faisons. Nous voulons abroger le PFU et revenir à un régime d'imposition équivalent entre le capital et le travail. Nous voulons dissuader les entreprises qui versent. Là, nous reprenons cette proposition de la majorité relative à l'Assemblée nationale, le MoDem, qui vise à augmenter de 5% l'imposition des personnes physiques qui reçoivent des dividendes, même pas tous les dividendes, seulement ceux des grandes entreprises, qui versent plus de 20% de dividendes une année par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, seulement pour les personnes qui reçoivent plus de 50 000 € de dividendes sur une année, quand même. Ce n'est plus un pas que l'on fait vers vous, ça relève du saut en longueur. Malgré toutes ces restrictions et la mesure que l'on connaît de l'auteur de cet amendement, M. Jean-Paul Mattei, quand il s'agit de taxer le capital,
La proposition adoptée à l'Assemblée nationale par tous les bancs a été enterrée, malheureusement, par le 49.3. Il faut s'arrêter sur la raison qui préside à la disparition de l'amendement. J'ai mené l'enquête, j'ai écouté RMC, vous voyez ce qu'il m'en coûte. Bruno Le Maire estime que cette mesure est profondément injuste. Pourquoi ? Je cite, « Elle touche les personnes physiques, par exemple un salarié qui a des actions, je n'en connais pas beaucoup, et pas les personnes morales, comme les entreprises et le holding. » Monsieur le ministre, combien de salariés touchent plus de 50 000 € de dividendes sur une année ? Pas ceux que je côtoie. Monsieur le ministre, nous vous proposons 2 dispositifs. L'un qui concerne l'entreprise qui verse, l'autre les particuliers qui reçoivent. Comme vous l'avez fait pour 97 amendements de la majorité, sur les 117 retenus, choisissez ce que vous préférez. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Des avis défavorables. Il y a, comment dirais-je, une différence de seuil sur la question de l'imposition sur les super dividendes, puisque dans un cas, c'est à partir de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, et dans l'autre cas, c'est 1,2 milliard. C'est un mécanisme, chacun l'a bien compris, qui conduit à imposer davantage les détenteurs de participation dans des entreprises qui distribuent des dividendes qui sont 20% supérieurs à la moyenne sur 2017-2021. Tout a été dit. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment trouver une juste place dans le fonctionnement de notre économie, sachant qu'en plus, dans cette période, puisque c'est 2017-2021, ça a aussi correspondu à une partie de la période de référence, je dis bien une partie, pendant laquelle il y avait la crise sanitaire avec des aides publiques de l'État. Et la question qui nous est posée, c'est où on place le curseur entre le financement par le marché, par les entreprises, leur permettre de se développer avec un système bancaire à côté, et où la manière d'avoir non pas une économie administrée, mais une économie avec une forme de tutelle. Je pense que nous devons être attentifs à cette manière de voir notre économie fonctionner dans ces périodes de crise comme en période normale. Ce sont les éléments qui m'ont conduit à rendre un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, nous abordons une série d'amendements qui touchent à la contribution, la juste contribution de chacune et de chacun dans le cadre de la crise que nous traversons. Et en réalité, nous avons d'ores et déjà commencé à aborder ce sujet un peu sans le dire, puisque l'article 4 nonies qui a été adopté sans intervention est le premier volet de la transcription dans cette loi de finances du mécanisme européen que nous avons mis en place pour capter les super profits dans le secteur de l'énergie. Le 4 nonies, c'est la partie qui concerne les énergies fossiles et donc qui se retrouve dans ce texte. Je le mentionne puisque je me souviens que cet été, dans le précédent PLFR, nous avions eu ce débat sur la question des super profits, pas encore des super dividendes. On avait, avec Bruno Le Maire, renvoyé vers une discussion européenne et à l'époque, certains nous avaient accusés de le faire de manière un peu dilatoire pour gagner du temps, pour enjamber le texte en nous disant qu'il n'en ressortirait rien. Finalement, il en est ressorti une taxe, un mécanisme européen qui nous permet, et c'est dans le texte initial, de récupérer 7 milliards d'euros de super profits, l'appelleront certains, en tout cas de rente inframarginale, l'appelleront d'autres, de profits indus, en tout cas immédiatement liés à l'inflation sur les prix de l'énergie. Et dans les amendements du gouvernement que je présenterai, on propose même d'aller plus loin et de renforcer ce mécanisme, ce qui permettrait de passer son rendement de 7 milliards à 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros de super profits captés dans le secteur de l'énergie. L'amendement qui est repris ici est l'amendement effectivement qui avait été porté par Jean-Paul Mattei à l'Assemblée nationale. Cela a été rappelé. Et nous avions donné un avis défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, est une réussite et un succès. On a eu ce débat plus tôt dans la discussion de ce texte et le rapporteur général avait rappelé notamment les études qui montrent que la réforme du prélèvement forfaitaire unique est autofinancée.
L'État ne s'est pas appauvri en recettes en faisant la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique, tout simplement parce que le choix de baisser cette fiscalité sur le capital, c'était justement de renforcer l'attractivité économique de notre pays pour qu'il y ait davantage d'activité économique et que la base taxable s'élargisse parce que l'activité s'élargissait. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le taux a baissé, mais qu'il taxe une assiette qui s'est élargie précisément parce que la cohérence de l'ensemble de nos réformes fiscales, ça a été de refaire de la France le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. C'est le cas depuis 3 ans. C'est le baromètre EY qui le dit, ça n'est pas le gouvernement, parce que ça a permis de développer l'activité économique dans notre pays de la même manière que depuis qu'on a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, on collecte plus d'impôts sur les sociétés avec le taux à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. On est en train de faire la démonstration que ça rapporte plus de taxer moins un gâteau qui grossit parce qu'on le taxe moins, plutôt que de taxer davantage un gâteau qui se rétrécit parce qu'à force de le surtaxer, finalement, on fait partir les gens, l'activité, et donc il se rétrécit. Donc, je pense qu'il faut être prudent quand on propose de revenir sur cette réforme fiscale, même pour un moment temporaire comme c'est proposé par certains. D'autant plus que, et c'est mon deuxième argument, vous dites que c'est une contribution temporaire. Et donc, dans ces conditions, rien n'empêcherait une entreprise d'attendre avant de verser des dividendes que la taxe et que la contribution temporaire soient passées. Et de garder les fonds et d'attendre que le mécanisme de contribution soit passé pour verser ses dividendes une fois que le taux est revenu à 30%. Donc, je ne suis même pas certain de l'effectivité de la mesure que vous proposez. La troisième raison pour laquelle je suis opposé à ces amendements, c'est parce qu'ils porte pour moi un vrai problème juridique et qu'il serait probablement censuré par le Conseil constitutionnel pour une rupture d'égalité devant l'impôt. Puisqu'ils font ces amendements, ils font varier le taux d'imposition des actionnaires, donc on parle de personnes physiques, selon la taille de l'entreprise dont ils sont actionnaires. C'est-à-dire que prend 2 actionnaires, 2 personnes physiques qui reçoivent des dividendes, vous mettez des taux d'imposition différents selon la taille de l'entreprise. Ça serait très vraisemblablement qualifié comme une rupture d'égalité devant l'impôt. Donc pour cette raison juridique, ça ne fonctionne pas. Et puis enfin, le dernier point, et ça a effectivement été mentionné, c'est que nous, ce que nous voulons aussi, c'est développer l'actionnariat salarié. Au fond, on peut se dire que l'objectif, c'est de taxer davantage les actionnaires, mais effectivement, on peut aussi se dire que l'objectif, et en tout cas c'est le nôtre, c'est qu'il y ait plus d'actionnaires dans l'entreprise. Et oui, c'est possible, Monsieur Bocquet. D'ailleurs, ça a commencé à se développer, l'actionnariat salarié. Je crois que chez Total, c'est un chiffre que j'avais vu passer, il y a maintenant entre 12 et 15% de salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Alors, par définition, les plafonds de dividendes versés sur l'année sont différents selon les amendements, mais on peut se retrouver avec des salariés actionnaires de leur entreprise. Et il y en a maintenant à tous les niveaux dans l'entreprise, à tous les niveaux de rémunération, qui se retrouveraient taxés par cet amendement. Nous, on veut développer l'actionnariat salarié. Bruno Le Maire l'a dit, on veut porter une réforme sur ce sujet en 2023 pour que quand il y a des versements de dividendes à des actionnaires dans l'entreprise, les salariés puissent être intéressés également via des mécanismes d'intéressement, de participation ou d'actionnariat salarié. Pour toutes ces raisons, je pense que ce serait à la fois un mauvais message en termes d'attractivité pour notre place économique, et on a vu les résultats quand même, de premiers résultats en tout cas positifs ces dernières années grâce à la réforme du PFU et de la flat tax. Ça a été souligné très largement sur les bancs dans le débat que nous avons eu hier. Et ensuite, pour des raisons encore une fois profondes juridiques, cet amendement ne fonctionnerait pas et serait très probablement anticonstitutionnel. Donc je vous propose le retrait, et sinon je donne un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai des explications de vote. Monsieur Féraud. Merci Madame la Présidente. Pour notre part, nous ne sommes pas sectaires et nous allons voter cet amendement sur la taxation des superdividendes, qu'ils viennent des centristes du Sénat ou des centristes de l'Assemblée nationale, puisque nous avons repris leur amendement. Et je pense que en effet, ce débat est très important. C'est dommage qu'il vienne juste avant celui sur les super profits, parce que d'une certaine manière, il y aurait une logique à ce que nous en parlions dans l'autre sens. Parce que j'entends les arguments du ministre et personne n'ignore que le gouvernement est très content de la réforme du PFU sur la taxation du capital. Mais dans cette période aujourd'hui, je reprendrai
les mots du président du groupe MoDem à l'Assemblée. J'assume ma proposition sur les superdividendes. L'idée est de nourrir le débat sur le rapport entre la fiscalité du capital et celle du travail. Et je pense que depuis plusieurs mois, nous avons nourri utilement ce débat. D'ailleurs, la position du gouvernement sur les superprofits a évolué sous la pression de l'opinion, de nombreux parlementaires, y compris de la majorité, sous celle de l'Union européenne aussi, et le ministre vient de le dire, je m'en réjouis. Mais il faut aller plus loin, et en particulier sur cette question des superdividendes. Parce que si nous adoptons juste après un amendement de taxation sur les superprofits, je dirais alors très bien. Mais si nous ne l'adoptons pas, alors les superdividendes, ce sont des superprofits qui n'ont pas été réinvestis dans l'entreprise, qui n'ont pas servi à baisser les prix, qui n'ont pas servi à augmenter les salaires des salariés de l'entreprise. Donc ce sont des dividendes qui auraient pu servir à autre chose, comme le réclame le ministre de l'économie lui-même. Et donc les taxer de manière temporairement supérieure au PFU, c'est vraiment extrêmement logique. Merci. Monsieur Bocquet. Oui, une question, monsieur le ministre. Vous dites que vos choix fiscaux permettent d'encaisser plus d'impôts sociétés qu'avant. Mais là, j'ai le document qui nous a été remis au mois de septembre, le dossier budget. Et sur les chiffres annoncés pour les lois de finances révisées au titre de 2022, on était à 59 milliards. Et vous prévoyez pour le PLF 2023 55,2 milliards. Comment expliquez-vous cette différence? Et puis, désolé, je vais réinfliger à mes collègues la lecture des Échos du jeudi dernier, mais monsieur le ministre n'était pas là, c'était monsieur Lescure, votre collègue, qui vous précédait. Juste une citation pour vous dire que les actionnaires peuvent remercier les compagnies pétrolières et les prix élevés du baril d'or noir. Sur le seul troisième trimestre 2022, ces dernières ont distribué 46,4 milliards de dollars de dividendes, soit 75% de plus qu'en 2021. Comment voulez-vous que le débat soit enterré? Merci. Monsieur le questeur Capo-Canellas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je suis un tout petit peu étonné quand même de l'argument sur la rupture d'égalité. Classiquement, en matière fiscale, il y a souvent des seuils. Et là, vous nous dites qu'il y a un seuil, donc ça crée une rupture d'égalité. C'est quand même étonnant. Merci. Monsieur Breuiller. Je tenais à remercier le ministre de son souci de préserver les salariés. Franchement, dire qu'on va interdire une surtaxe temporaire sur les dividendes pour protéger les salariés, j'avoue que c'est un argument qui, je pense, fera florès et sera repris assez largement. Mais je voulais aussi dire que dans cette enceinte, j'entends toujours défendre la valeur travail. Eh bien voilà qu'on propose de taxer, que le groupe du centriste propose de taxer les dividendes au même niveau que le travail. Franchement, si on défend la valeur travail, je ne trouve pas scandaleux qu'on taxe les dividendes à la même hauteur qu'on taxe le travail. Merci. Alors, oui, Madame Ract-Madoux. Je voulais rajouter aussi qu'on parle de taxation, mais en fait, ils peuvent éviter cette taxation s'ils réinvestissent en fait dans l'entreprise ou auprès des salariés. Donc, c'est vertueux. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je vous confirme, monsieur monsieur Bocquet, qu'en 2017, à l'époque où le taux d'impôt sur les sociétés était encore à 33%, on collectait 41 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés et que cette année, en 2022, au moment où il est descendu à 25%, nous collecterons 59 milliards d'euros. L'an prochain, on verra l'an prochain. On fait des prévisions. Forcément, avec un taux de croissance qui est moins important l'année prochaine dans les prévisions que cette année, forcément ça a un impact. Mais en tout cas, on a passé de 33% à 25% et on collecte beaucoup plus. C'est un fait dans les recettes et je pense qu'on peut tous s'en réduire. Ça montre que l'activité s'est développée. Monsieur Capo-Canellas, c'est pas un problème de seuil. Il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y ait un seuil de RFR pour être concerné, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un même euro de dividende, un même euro, selon qu'il vienne d'une grande entreprise qui a fait des super profits ou d'une petite entreprise qui n'a pas fait de super profits, se retrouve taxé avec des taux différents. C'est ça le problème de rupture d'égalité. Et donc pour ces raisons-là, ça serait très probablement, il n'y a pas d'autres exemples, je dois me tourner vers mon équipe dans la législation fiscale aujourd'hui,
de mécanismes comparables. Et donc, ce serait très probablement jugé inconstitutionnel pour une raison de rupture d'égalité devant l'impôt. Merci. Alors, je vais mettre aux voix. Donc, j'ai été saisie. Oui, Monsieur le Président. Oui. Moi, je vous écoute, Monsieur le Ministre. Il y a des points qui me vont pas. Alors, un premier point qui me va pas, c'est l'idée de dire nous avons fait la baisse de l'impôt de 25%. Ça date d'une autre époque. Vous étiez d'ailleurs impliqué dans cette époque-là, d'ailleurs, autrement. Mais moi, je me souviens d'avoir voté et d'avoir été en accord avec la baisse des impôts à 25%. Ça a été fait sous Hollande. Et oui, impôt sur les sociétés, c'est-à-dire la trajectoire, évidemment. Hein, ça a commencé, et vous-même, vous l'avez fait sur plusieurs années. Donc, il aurait fallu que Hollande reste au pouvoir, et c'était fait. Donc, si vous voulez, voilà, il n'y a pas ceux qui et ceux qui ne pas. Voilà, je pense qu'il y avait à l'époque une vision assez large pour qu'effectivement, on ramène le taux d'imposition des sociétés au taux moyen européen, et cela a été fait, et vous l'avez poursuivi, il n'y a pas de problème là-dessus. Que ça produise plus de... Figurez-vous que je crois même l'avoir dit à l'époque, je vous le dis très gentiment, j'avais dit, il n'y a pas de lien direct entre le taux et le produit. Bon, donc, dont acte, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, voilà. Deuxième sujet, c'est cette notion que votre politique fiscale aurait fait de vous les rois de l'investissement étranger en France. Mais ça fait bien 15 ans, je ne sais plus combien, qu'on est la première terre d'investissement étranger en France. Voilà. Et il y a 15 ans, on l'était, on est passé second, on revient premier. Bon, enfin, on a toujours été parmi les territoires principaux de réception des investissements. Donc je ne voudrais pas quand même que vous disiez, voilà, en 2017, il y avait le monde d'avant, et puis il y a le monde d'après, voilà, et tout d'un coup, tout est magnifique. Non, ça fait longtemps que c'est le cas. Et si c'est le cas, c'est d'ailleurs pour un ensemble de phénomènes, la géographie de la France, les compétences, etc. Et aussi les parties fiscales. Mais à l'époque, fiscalement, ce n'était pas très attractif et pour autant, les investissements se faisaient en France. Hein, je voudrais que là-dessus, il y ait un peu de prudence dans ces évocations. Enfin, ne pas confondre quand même ce qui relève de la taxation normale des entreprises et ce qui relève d'un événement qui vient de se passer, qui est un événement exceptionnel et sur lequel on peut avoir un système exceptionnel. Et moi, d'ailleurs, je préfère le mot de contribution exceptionnelle au mot de taxation. Vous voyez, taxation, ça me fatigue. Contribution exceptionnelle pour cette année. Voilà, il y a un besoin et il y a, il me semble, une compréhension des Français aussi sur ce sujet. Et même, je pense que les chefs d'entreprise, quelque part, bon, ils comprennent le sujet quand même, parce qu'ils sont aussi français, ils sont aussi, voilà, ils savent qu'il y a des problèmes dans ce pays et qu'il faut les résoudre et être solidaire de cela. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Effectivement, à la fin du quinquennat de François Hollande, dans la loi de finances pour 2017, au moment du départ, une trajectoire est votée, non pas pour ramener l'impôt sur les sociétés à 25%, mais à 28%. 28% sur 3 ans. Et ensuite, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, la majorité, qui non seulement a mis en œuvre, parce qu'il faut aussi ensuite... c'est comme les décisions qui avaient été prises, non mais c'est comme certaines décisions salariales dans la fonction publique qui avaient été prises quelques mois ou quelques semaines avant l'élection présidentielle de 2017 sans être financées. Ensuite, il faut s'occuper de financer les choses qui ont été annoncées ou qui ont été votées et qui a amené la trajectoire jusqu'à 25%, ce qui n'était pas prévu dans ce qui avait été voté en 2016. Ensuite, Monsieur le Président, vous m'aurez entendu, je crois, ou alors je pense que ça figurera au compte-rendu, dire tout à l'heure non pas que la France était devenue le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers, mais redevenu. Je ne méconnais absolument pas que notre pays a une grande attractivité historique et structurelle, évidemment. Ce que je constate simplement,
c'est que ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu plus d'usines qui ouvraient en France que d'usines qui fermaient, plus d'emplois industriels créés que détruits. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout va bien dans notre pays, que tout est parfait, que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est grâce au gouvernement. Je dis juste simplement, quand il y a des choses qui fonctionnent ou qu'il y a des signaux positifs, évidemment que on peut tous s'en réjouir collectivement pour notre pays et pour les Français. Et je pense qu'il y a des signaux positifs, il y a des points positifs qui ne tombent pas du ciel, mais qui sont probablement le fruit d'une politique cohérente qui a peut-être démarré juste avant l'arrivée du président de la République. Par ailleurs, il était dans les murs, ou pas très loin, juste avant aussi pour porter et défendre ses réformes à l'époque, mais en tout cas qui a été poursuivi. Vous avez rappelé qu'il s'agissait d'une proposition d'un mécanisme exceptionnel. Mais moi, je redis, dire qu'on met en place une surtaxation exceptionnelle sur une année, je veux dire, vous mettez à la place d'une entreprise, vous pouvez avoir des entreprises qui vont dire, mais on va pas verser de dividendes cette année-là, puisqu'il y a une surtaxation cette année-là, on va attendre l'année suivante pour en verser quand le taux sera revenu à 30%. Donc pour moi, ça rend même presque inopérant le dispositif. Et enfin, vous avez dit que vous préférez le mot contribution homo-taxe, et donc je me réjouis d'avance que vous souteniez et encouragiez les deux contributions portées dans ce PLF qui sont issues du mécanisme européen, contribution de solidarité et contribution sur les énergéticiens. C'est 11 milliards d'euros que nous allons récupérer à ce titre. Merci. Monsieur Bachere, et après je mets aux voix. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, on fait un peu de philosophie, mais on ne va pas faire des choses opérantes. Pourquoi? Vous savez, les entreprises, ça pilote son bilan, hein, une grande entreprise. Donc, vous dégagez autant de dividendes que vous voulez. Vous pouvez même racheter vos actions, vous savez, pour ne pas verser de dividendes. Et ils le font. Et votre truc sera totalement inopérant. Une grande entreprise, ça pilote son bilan. Si vous faites une contribution exceptionnelle, alors, sauf si, évidemment, ça dure autant que les contributions, l'exceptionnalité. Mais non. Donc là, on fait un peu des sbroufs, mais en tout cas, ce ne sera pas opérant. On peut le regretter. On peut dire que philosophiquement, on est pour, on est contre, et c'est le débat que nous essayons d'avoir. Et c'est tout à fait normal. Mais en réalité, ce que nous faisons là, c'est juste un peu de théâtre. Merci. Donc j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'amendement 1257. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, nombre de votants 343, exprimés 331, pour 150, contre 181. Il n'est pas adopté. Et j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par les groupes socialistes et CRCE sur les amendements identiques 614, 682 et 817. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Du scrutin, nombre de votants 343, exprimés 332, pour 150, contre 182. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Et tout d'abord, le 856, Monsieur Bocquet, Monsieur Bacchi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La précision et la clarté sont les maîtres mots d'une fiscalité juste et appropriée. Cette proposition s'inscrit dans cette droite ligne, une taxe sur toutes les entreprises de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui réalisent des profits supplémentaires à la moyenne des 3 résultats d'avant-pandémie. Un taux différencié est appliqué selon le montant de ces super profits. Les super profits se font trop souvent au détriment des travailleurs, au détriment des sous-traitants, des consommateurs, mais aussi souvent des investissements. Le seul CAC 40, 38 entreprises réalisent 73 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, plus 24% sur un an. Bruno Le Maire se dit fier, nous sommes résolus pour le soutien à nos compatriotes qui ne comprennent plus à quoi sert l'État, résolus pour les finances publiques, résolus pour les travailleurs qui créent la valeur mais n'en retirent pas les fruits, résolus de faire contribuer ceux qui le peuvent. En somme, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Cet été, ce n'était pas le moment, nous en débattons plus tard. Circuler, il n'y a rien à voir. Quelques mois plus tard, ou plutôt, il n'y a rien à trouver. Le 49.3 a douché tout espoir à l'Assemblée nationale sur la taxation des profits indus. Le Sénat a décidé de débattre malgré ce coup de force. Nous ne pouvons plus repousser à plus tard ce qui correspond à l'aspiration populaire de justice fiscale. Merci. Alors, 2 amendements identiques. Le 434, qui le défend, Monsieur Féraud. Merci Madame la Présidente. Donc, cet amendement que je présente au nom du groupe socialiste et du groupe écologiste qui l'ont présenté en commun avec le président de la Commission des finances et qui, je crois, est présenté de manière identique par nos collègues communistes. Il est d'abord la reprise du dispositif que nous souhaitions soumettre à une réforme d'initiative partagée. Nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui estime que cette disposition fiscale ne relève pas de l'article 11 de la Constitution, mais cela n'enlève rien à notre demande sur le fond, qui est de pouvoir taxer les super profits dans cette période exceptionnelle. Et je suis tout à fait d'accord pour appeler contribution exceptionnelle plutôt que taxation. Ensuite, nous avons vu juste avant, nous n'avons pas taxé les super dividendes. Donc prenons les choses à la source par la taxation des super profits. Nous avons par ailleurs tout à l'heure voté un régime de taxation inférieur pour, je dirais, les mini-profits, quand nous avons parlé des TPE-PME. Donc allons-y dans le sens de la progressivité pour taxer des super profits dont tout le monde sait qu'ils sont bien réels. Même le gouvernement le reconnaît aujourd'hui. Il agit mais uniquement dans un cadre européen. J'ai envie de dire, ajoutez-y aussi une dimension française, une dimension gouvernementale. Je suis sûr que vous n'aurez qu'à y gagner en popularité auprès des Français. Nous, notre dispositif est bien temporaire. Il est bien ciblé sur les très grandes entreprises, il est bien ciblé sur les super profits et sur les profits exceptionnels, pardon. Donc, il répond bien à ce qui est aujourd'hui nécessaire et il permettra aussi de financer des mesures sociales dont nous parlons et dont nous savons qu'elles sont absolument essentielles et qu'il faut trouver les moyens de les financer. Merci. Le 845, Monsieur Bocquet. Oui, merci Madame la Présidente. On le voit bien, le débat sur les profits est aujourd'hui partagé sur plusieurs bancs du Sénat, y compris par nos amis centristes, et on salue cette démarche, parce que ça s'appuie sur une attente populaire très forte qui s'exprime régulièrement, la même volonté qui n'a pas pu s'exprimer au travers du référendum d'initiative partagée que nous avions initié les uns et les autres, à gauche, censuré par le Conseil constitutionnel. Cette décision marque une forme d'interdiction à se prononcer. Je crois qu'il est craint par le gouvernement qui s'est évertué à défendre auprès du Conseil une position en ce sens. Le peuple n'a pas à donner son avis sur les affaires fiscales. Le sujet des superprofits que des ministres ont essayé de décrédibiliser au départ, plutôt que de se voir affubler une nouvelle étiquette de défenseur des riches, du patronat, etc. Dans un second temps, la tentative d'une faiblesse incomparable a consisté à décrédibiliser les recettes qui en seraient tirées, au motif que les entreprises ne payent pas d'impôts sur les bénéfices en France. Repris à la cantonade dans les médias,
Nuls ne se sont dit que cela constituait un problème primaire, voire fondamental. Que la réponse à une nouvelle taxation ne peut être que les entreprises disposaient déjà de trop de moyens de contourner l'impôt, on l'a dit. Autant rendre les clés du ministère des Finances, laisser la place à ceux qui souhaitent prélever un juste niveau de richesse. Enfin, le gouvernement arrive devant nous avec une contribution exceptionnelle sur les raffineurs et un plafond sur les rentes des producteurs d'électricité. Le premier, un dispositif notoirement insuffisant. Le deuxième, une usine à gaz, permettez-moi l'expression, dont nous débattrons plus tard. Le ministre Bruno Le Maire lançant à cette assemblée une taxe sur les électriciens, une taxe sur les superprofits, appelez-la comme vous voulez. Les superprofits, il n'y en a pas de bons et des mauvais. Il n'y en a pas de bons pour certains secteurs ou des mauvais pour certaines entreprises. Le mouvement de rente de l'argent pour l'argent concerne l'ensemble des secteurs de l'économie. Si tel n'est pas le cas, ils ne seront pas assujettis. Cessons une bataille sémantique qui consiste à éviter pour les gouvernements de masquer qu'il a toujours su ce qu'étaient les superprofits et qu'il refuse d'aller les chercher. Merci. Le 17, Madame Vermeillet. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement du groupe Union Centriste vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits, tous secteurs d'activité confondus. Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2022 supérieur à 10 millions d'euros et supérieur de 20% à la moyenne des 3 bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des 4 années 2018, 2019, 2020, 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33%, calculée sur la différence entre les deux montants. Alors, Monsieur le Ministre, en août, lors du PLFR 2, vous-même et Bruno Le Maire étiez opposés à cette taxation que nous avions proposée, au motif qu'il fallait laisser aux entreprises la capacité de réussir leur transition écologique. Alors, vous ne parliez pas tellement de taxation européenne à l'époque, pas au mois d'août. En septembre, les choses étaient un peu plus mûres. La Première ministre a évoqué la question, le Président de la République également. Et réflexion faite, le gouvernement est mûr pour une taxation européenne. Le problème, c'est que ceux qui vont être taxés sont les énergéticiens, précisément ceux qui ont matière à réussir leur transition écologique. Et moi, je me demande, dans ce cas, est-ce que BNP Paribas a aussi beaucoup besoin de ces superprofits pour réussir sa transition écologique? J'ai du mal à comprendre la cohérence dans ces arguments. Il y a 2 jours, Monsieur le Ministre, vous dites qu'il ne faut pas taxer tout le monde, et pas ceux qui ont fait des profits pour d'autres raisons que la crise énergétique. Pourtant, Bruno Le Maire a dit lors de la loi de programmation des finances publiques qu'il allait se charger d'aller chercher l'argent là où il est, et en premier lieu chez les GAFAM. Voilà. Alors, je ne comprends toujours pas la cohérence. Pourquoi certains sont taxés et pas d'autres? Pourquoi les GAFAM ont pu aller chercher ces super profits, pas le reste des entreprises qui font des super profits en France? En avons-nous les moyens? Non, à l'évidence non. Notre déficit public alimente l'inflation et ce n'est pas supportable. Merci, chers collègues. Merci. Monsieur Breuiller pour le 604. Bien, nous avons choisi de déposer un amendement commun avec nos collègues socialistes, mais je voudrais rajouter quelques mots à l'occasion de cet amendement propre. D'abord pour dire que nous nous félicitons qu'enfin dans notre hémicycle, chacun sache ce que sont les superprofits, puisque c'était encore une donnée qui paraissait inaccessible, incompréhensible et inintelligible. Voilà 3 mois. Les superprofits taxés en période de crise majeure ne sont pas une nouveauté. L'État a su prendre des mesures de ce type-là. Je ne vous ferai pas de retour historique jusqu'à Napoléon ou les profiteurs de guerre, mais il n'y a rien d'incongru. Ce qui est incongru, c'est d'annoncer de tels super-profits dans une période où, du côté du budget de la nation, nous accumulons des déficits et j'entends d'ailleurs sur tous les bancs de la majorité sénatoriale une crainte sans doute fondée de l'excès de ces déficits, mais en aucun cas la volonté d'aller diminuer ces déficits par la taxation de gens qui font des profits, non pas parce qu'ils ont eu le courage, l'intelligence de faire des investissements, de faire des créations, mais parce qu'ils ont profité d'une situation de crise. Vous taxez les super profits des électriciens, des énergéticiens du renouvelable, mais l'énergie carbonée, la pharmacie, le transport maritime ou le secteur bancaire dégagent des profits. Et je termine juste sur un mot. J'ai été élu d'une commune très populaire. Franchement, quand on mesure ces super profits,
et que les gens sont nombreux à aller à la banque alimentaire, les étudiants qui ont fait des files d'attente ne comprennent pas que notre pays puisse se dire: on ne va pas taxer des super profits, nous sommes en déficit, nous n'avons pas toujours les moyens de mener les politiques sociales qui seraient nécessaires et que nous appellerions tous de nos voeux, mais nous refusons de taxer les super profits. Il y a là quelque chose d'inacceptable et qui génère des colères profondes et sourdes, et ces colères profondes peuvent mal tourner, et ça nous ne le souhaitons pas, et nous préférons anticiper par cette taxation des super profits. Merci, cher collègue. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur.